Et ça y est, on est en direct. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live meeting organisé par lita.co. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux en train de vous connecter. Donc merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais me présenter rapidement. Je suis Maude Canet, je suis chef de projet levée de fonds senior chez lita.co. Et aujourd'hui, on va se parler de la levée de fonds de Graines Équitables, la coopérative 100% bio spécialisée dans la production de céréales et de légumineuses. Voilà, d'abord, je voulais vous remercier tous, je vois que vous êtes un peu plus nombreux, de nous rejoindre en direct pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées via notre plateforme. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'ITA, il s'agit d'une plateforme de financement citoyen dédiée au financement de la transition écologique, énergétique et sociale, ouvert à tous, avec des investissements à partir de 100 euros, qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyennes et citoyens. Voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Yann Bertin, de Jean-François Paris et de Hugo Lehoux, de l'équipe Graines Équitables, qui vont se présenter juste après. Mais déjà, je vous salue. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, je voulais juste présenter rapidement l'outil Livestorm sur lequel nous sommes connectés. Sachez que vous avez deux onglets qui se trouvent en bas sur votre droite. L'onglet chat d'une part qui est destiné aux messages informels dans lequel vous pouvez manifester votre présence. D'ailleurs, n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien et à nous dire aussi d'où vous venez, comment vous avez connu Graines Équitables. Voilà. Et si jamais il y a un quelconque problème technique, ce sera aussi là qu'il faudra le manifester. Et puis, vous avez juste à côté l'onglet questions qui vous servira à formaliser toutes vos questions tout au long de cette présentation. Et puis, on prendra le temps de les traiter pendant la deuxième partie de ce live. Bonjour Armel, merci de nous confirmer que vous nous entendez. Bonjour Antoine, super. On a des présents. Et puis, juste pour comment va se dérouler ce live, d'abord, je vais laisser l'équipe Graines Équitables vous présenter leur projet et les raisons de leur levée de fonds. Et puis, dans un second temps, on passera à cette session de questions-réponses que je viens d'évoquer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, Yann, Jean-François et Hugo, je vais partager votre présentation et je vous laisse la parole. Ah bah, pardon, la présentation était déjà là, mais voilà, elle est prête. Donc, bonjour à tous, je me présente donc Yann Bertin, je suis gérant principal de la coopérative Graines Équitables, coopérative qui donc a été fondée en 2014 à l'initiative de 7 agriculteurs viticulteurs. Donc cette coopérative en Occitanie, à côté de Carcassonne, collecte sur toute la région Occitanie. C'est une coopérative qui a grandi assez rapidement. On arrive maintenant à une centaine d'agriculteurs. On s'est diversifié depuis 2014, on a fait un bout de chemin, on s'est doté d'un outil en 2019, donc c'est les photos de l'outil que vous avez sur la slide. Donc depuis la création de cet outil, on a beaucoup évolué, on a diversifié, on arrive à 42 espèces, on va arriver à plus de 6000 hectares et on arrive maintenant à la saturation de l'outil avec 2500 tonnes collectées en 2024 et un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros. Voilà. Donc notre coopérative, elle a un emplacement un peu stratégique. Elle est située au carrefour de deux grands bassins d'alimentation qui sont la ville de Toulouse et de Montpellier et de Perpignan aussi. Elle est au carrefour de 4 climats différents et sur la limite, on va dire, entre le paysage viticole de la partie sud-est Occitanie et la partie sud-ouest. Donc, on a une culture à la fois viticole et céréalière. Et on a la particularité d'avoir réussi à allier des agriculteurs sur tout le territoire. Vous avez vu que ça va de la Camargue jusqu'au Gers. Pourquoi on est allé sur ces zones-là? Parce que nos diversités culturelles, on sécurise les approvisionnements de notre coopérative sur ces différents climats et sur ces différents territoires et terroirs.
Le gros noyau, vous le voyez, il est dans la région Carcassonne, Perpignan, Béziers, Béziers et jusqu'à Toulouse. Et donc, sur les extrêmes du territoire, on a des particularités avec des cultures bien spécifiques. Donc l'évolution, comme vous pouvez le constater, elle était assez rapide en termes et de chiffre d'affaires et de surface. Donc on a on est assez représentatif des surfaces en bio du département de l'Aude, avec 15% de la SAU pour le département, mais sur une commune, l'Or-Minervois par exemple, qui est une des premières communes territoire bio engagées dans l'Aude, avec plus de 50% de la surface. On a une particularité par rapport aux coopératives classiques en bio, qui ont aussi connu vents et marées ces derniers temps, c'est qu'on n'est pas sur les productions classiques de maïs, de soja, de tournesol, mais nos 42 espèces nous amènent sur des marchés de niche bien spécifiques où on peut se positionner sur des critères qualité. Le fait qu'on est sur un climat qui peut être difficile, c'est un peu comme pour la viticulture, ça nous amène un avantage sur la qualité, c'est-à-dire qu'on a des cultures bien spécifiques à la fois sur les blés tendres où on va avoir des qualités protéines élevées. Donc on est sur des marchés peu concurrencés car bien précis et bien, on va dire, peut-être difficile à atteindre pour des coopératives classiques. Donc voilà, on a cette diversité et ces produits qui amènent toute une diversité agroalimentaire. Donc la diversité d'espèces amène aussi toute cette diversité en produits agroalimentaires, mais aussi en alimentation animale, en engrais verts pour les amendements des sols avec les viticulteurs. Donc on est sur un travail d'agroécologie de territoire. La particularité de notre coopérative, elle est celle-là, c'est qu'on a réussi à allier tous les acteurs du territoire. On a des liens avec la viticulture et tous nos viticulteurs sur les engrais verts, donc sur l'amélioration des sols qui connaissent pas mal de difficultés sur notre territoire. Donc on fournit toute cette diversité d'espèces pour l'amélioration des sols. On a le lien avec les éleveurs qui viennent chercher du fourrage sur nos territoires et on sécurise les élevages de la Montagne Noire et des alentours jusqu'à l'Aveyron et le Larzac quand c'est nécessaire. On a un lien fort avec les bergers. Au début, on n'avait qu'un seul troupeau de bergers. Mais maintenant que le désertement a quasiment disparu dans nos zones, les bergers reviennent avec des troupeaux. Et on en est à plus de 4000 brebis et 12 bergers qui viennent parcourir à la fois sur les vignes, à la fois sur nos surfaces en bio, mais aussi qui sécurisent la région en pâturant sur les zones à risque incendie, à savoir les sous-bois et les garrigues. On a un lien fort avec les apiculteurs qui viennent transhumer avec la ruche pour polliniser nos porte-graines, toutes nos cultures porte-graines. Et donc à la sortie, vous avez toute cette cohérence territoriale qui s'exprime sur le territoire et ce maillage territorial qui est en train de s'agrandir. On sécurise nos agriculteurs à travers deux cas de figure bien précis. C'est que pour résister au changement climatique, on travaille en mélange culturaux et donc on produit une bonne partie de nos semences et on les vend aussi en mélange. Mélange qui permet donc de garantir les résultats techniques que l'on attend de nos récoltes, qui permettent de réduire les coûts aux agriculteurs, à savoir quasiment plus d'intrants. On a des agriculteurs qui ne mettent plus d'engrais organiques ou autres dans leur champ, grâce à ces mélanges variétaux. Par contre, ces mélanges variétaux, qui étaient au début une amorce d'évolution, sont devenus majoritaires maintenant. Et donc notre outil n'est plus adapté. Il est plus adapté parce que ces mélanges variétaux, il faut pouvoir les séparer. Ça, c'est un choix fort et spécifique dans notre coopérative. Les autres coopératives n'ont pas forcément fait parce que c'est plus complexe, c'est plus technique. Mais donc, ce sont nos investissements actuels qui vont nous permettre de séparer ces espèces. Ah. Je crois qu'on vous a perdu. Ouais, je vais peut-être prendre le relais du coup, comme ça coupe un peu.
Peut-être je reviens un tout petit peu avant parce qu'en fait, il était en train de parler de cette slide-là. En fait, une des spécificités de cette coopérative, c'est d'avoir misé sur les mélanges de cultures, de céréales et de légumineuses chez ses adhérents. Et en fait, le pari, ça a été de dire on se dote de capacités de tri et de séparation des cultures, avec notamment des systèmes de tri optique, qui permettent en fait d'avoir un modèle technique et du coup un modèle économique qui soit bénéfique pour les producteurs depuis la parcelle finalement. Et en fait, en proposant une telle offre de production et notamment ces cultures associées, ça lui permet aussi de travailler sur une grande diversification des produits qu'elle commercialise et voilà, de participer à la diversification alimentaire enfin voilà, pour les citoyens, les consommateurs de son territoire, quoi. Là, le point de cette partie-là, c'était de dire que en fait, depuis la création de Graines Équitables, elle s'est dotée en fait d'équipements performants justement pour trier et séparer ces cultures associées, et qu'en fait très rapidement, on est arrivé à une saturation de l'outil. L'an dernier, je pense que enfin, les 2 années passées, malgré la sécheresse, c'était un exemple particulièrement frappant. Et donc là, en fait, on est à un moment donné un peu charnière de changement d'échelle de la coopérative, et il se pose la question là de notre capacité à accueillir les nouveaux adhérents qui affluent et de capacité à accueillir notamment la récolte à venir qui prévoit d'être plutôt bonne. Donc c'est une des raisons pour laquelle on est dans une nouvelle phase d'investissement. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait, l'idée, ça a été de générer davantage de valeur sur les produits qu'on collecte en les transformant. On a développé toute une gamme de farines, de céréales anciennes, des farines de légumineuses. On travaille aussi sur des gammes de produits apéros sur la base de pois chiches, etc. Avec l'idée de progressivement aussi végétaliser les protéines dans les assiettes. Et donc voilà, il y a tout un effort en ce moment de diversification des produits à destination de l'alimentation humaine sur lequel on travaille. Je crois qu'on a récupéré Jean-François et Yann. Est-ce que vous nous entendez? Impeccable, oui, oui. Bon, bah voilà, on vous a perdu quelques minutes. Et donc là, c'était à moi de parler du coup sur cette slide-là. Donc en fait, c'était pour vous dire que au-delà d'être un opérateur économique qui collecte, qui trie et qui vend des céréales et des légumineuses, la SIC Graines Équitables, en fait, depuis sa création, elle est aussi vue par ses partenaires comme un agent de développement territorial. Et je pense que le meilleur exemple, c'est le projet Fantastique qui est porté par la SIC Graines Équitables. Donc le projet Fantastique, c'est un démonstrateur, on l'appelle un projet de démonstrateur territorial de la transition agroécologique et alimentaire. C'est un projet qui est financé par France 2030 et par la Banque des territoires du groupe Caisse des dépôts. Et donc c'est un projet qu'on a co-construit avec 30 partenaires du territoire de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault, qui s'appuie sur deux piliers. L'idée, c'est de dire que sur le territoire, il faut qu'on mise sur la transformation du paysage agricole en travaillant sur ce qu'on appelle une mosaïque paysagère complexe, où coexistent et interagissent différentes formes d'agriculture, donc à la fois la viticulture, l'arboriculture, les céréales et les légumineuses adaptées au contexte du bassin méditerranéen, et puis accompagner aussi la dynamique qui est en cours de retour des brebis dans les vignes, ce qu'on appelle le vitipastoralisme. Donc il y a voilà, un premier volet sur la transformation du paysage agricole, et dans ce projet Fantastique, il y a un deuxième pilier qui est la transformation du paysage alimentaire. Donc là, en gros, il y a 2 axes de travail qui sont portés par le projet Fantastique. Il y a une consolidation des filières bio de collecte et de transformation de céréales en Occitanie, de céréales et légumineuses. Et puis tout un volet aussi sur l'intégration de céréales et légumineuses dans les assiettes, avec un gros travail qui est fait en partenariat avec les collectivités territoriales, avec la restauration hors domicile, les cantines scolaires, etc. Donc là, c'est un projet de 17 millions d'euros qui est soutenu par la Banque des Territoires, financé à 50% par la Banque des Territoires, et donc qui va démarrer d'ici la fin de l'année si tout se passe comme prévu.
Voilà, donc bon là je vais pas nécessairement trop rentrer dans le détail, mais ça c'est la vision collective qui a été portée par les acteurs du projet fantastique pour leur territoire. Donc voilà, ça remonte là en images en gros les 6 axes sur lesquels on travaille pour transformer le paysage agricole et le paysage alimentaire de manière très concrète, en remettant des couverts végétaux dans les vignes, en faisant de la reconquête de friches, en associant des cultures, des céréales et des légumineuses, etc. Je rentrerai dans le détail si le sujet vous intéresse par la suite. Et puis le deuxième axe de développement sur lequel travaille la SIC en ce moment, c'est donc la structuration et la consolidation de filières. Et donc ça, elle le fait de 2 manières. La première manière, c'est en développant notre outil collectif. Donc là, c'est tous les investissements qui sont en cours actuellement, sur lesquels on pourra revenir de façon détaillée si le sujet vous intéresse, en travaillant sur une nouvelle chaîne de tri pour produire des semences et gagner en autonomie semencière sur le territoire, en augmentant nos capacités de stockage, en travaillant sur l'amélioration de notre logistique, sur les questions de transport aussi, où on va intégrer la question d'une tarification en fonction de l'empreinte carbone. Voilà, donc on travaille à l'échelle de l'outil collectif qu'est la SIC Graines Équitables. Mais la spécificité de la SIC, c'est aussi qu'elle travaille sur la structuration de ses débouchés en partenariat avec ses clients de l'aval qu'elle a fidélisés depuis pas mal d'années. Et donc là, en l'occurrence, il va y avoir des investissements importants qui vont être faits, par exemple dans la malterie occitane, qui est basée dans le Tarn, avec l'idée de sécuriser le modèle économique de notre coopérative, où on travaille sur, où on va financer en fait une unité de maltage supplémentaire qui va assurer des volumes de vente pour notre coopérative, des contrats de production pour nos agriculteurs qui soient bien rémunérés. Et en même temps, voilà, ça permet de contribuer à la relocalisation de ces filières-là, de la filière de Malte. On a un investissement aussi dans la région de Montpellier, avec Agriviva et Cuisinons nos paysages. Là, c'est vraiment un axe sur l'intégration de légumineuses dans l'alimentation, dans la restauration collective. Donc il y a tout un investissement dans une cuisine pour cuire et rendre digestibles toutes les légumineuses. Et puis on a aussi par exemple le moulin de Soré dans la région de Montpellier, avec lequel on travaille sur les céréales anciennes, voilà pour les intégrer en fait dans l'alimentation, pour des pains de qualité, des pâtes de qualité notamment. Voilà, donc ça c'est le deuxième gros projet de développement. Un tout petit point sur notre modèle de gouvernance coopérative. Donc on est actuellement une SARL en société coopérative d'intérêt collectif qui est structurée avec 5 collèges de vote dans lesquels donc se trouvent les salariés de la coopérative, les agriculteurs. Actuellement on en a 67, mais on a beaucoup de demandes pour la prochaine assemblée générale. On a des partenaires techniques qui ont permis de fonder aussi la SIC Graines Équitables. On a les réseaux CIVAM notamment qui sont très présents. On a un collège avec nos clients dans lesquels on a plusieurs moulins notamment qui sont présents. Et puis on a le collège des collectivités qu'on n'a pas encore activé pour des raisons plutôt administratives, mais on interagit énormément avec les collectivités de Carcassonne, Narbonne et de l'Aude de manière générale. Et donc ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait on va très prochainement dépasser le seuil des 99 membres qui est autorisé en SARL. Et donc ça va engendrer en fait la nécessité de faire évoluer nos statuts. En fait, on en profite aussi pour faire évoluer la gouvernance de la SIC, et donc on va devenir prochainement une SA avec un conseil d'administration, avec des administrateurs qui émaneront donc des différents collèges de vote. Voilà. Ouais, donc là, c'est moi, donc Jean-François Paris, qui vais reprendre un peu la partie financière. Hugo vous a présenté le développement de la SIC et avec ce projet fantastique qui permettra à la SIC de développer encore son savoir-faire de manière beaucoup plus intense dans toute la zone géographique qu'on vous a présentée. Et donc pour ce faire, pour aller développer ce modèle donc de transformation, de développement agricole, eh ben nous avons sollicité un certain nombre de financements que nous avons d'ores et déjà obtenus. Des financements qui nous permettent de renforcer, comme vous le voyez, au travers
déjà d'une implication des agriculteurs à participer au développement économique, puisque les agriculteurs ont financé aujourd'hui plus de 140 000 euros de parts sociales au sein de la SIC pour renforcer les fonds propres de leur coopérative. Il y a également l'IES qui nous accompagne aussi dans ce renforcement des fonds propres à travers un apport de 50 000 euros. Et puis également, et c'est là qu'on vous attend, vous, le LITA, pour pouvoir nous permettre ce développement fantastique de la coopérative. Au travers d'un projet, d'un objectif minimum qu'on souhaite de 400 000 euros. Voilà. Après, on a d'autres investisseurs qui viennent, eux, plutôt en financement du financement du besoin en fonds de roulement. Forcément, hein, quand on a des développements de volume comme ça, ben, on a un besoin en fonds de roulement qui aussi suit le développement de l'activité. Donc, vous voyez, on a sollicité pour 200 000 euros des fonds ISO et puis également pour 200 000 euros des apports d'une dette donc de Socoden. Voilà. Donc, vous voyez qu'au total, ça représente, mine de rien, pas loin d'1 million d'euros d'investissement et de financement qui vont nous permettre finalement de développer tous ces investissements et nous permettre de développer cette particularité qu'est la coopérative en bio, avec un modèle qui a été détaillé là tout à l'heure, qui est véritablement différenciant et que seule aujourd'hui la SIC est capable d'apporter sur son territoire. Voilà ce que je pouvais dire moi globalement sur les besoins en financement. Et puis si vous souhaitez après qu'on développe la partie investissement qui va être liée à ces financements, ben, n'hésitez pas. Ouais, je pense peut-être, Maud. Nous, en tout cas, l'idée, c'était de faire une présentation, comme tu disais, d'une vingtaine de minutes pour laisser la place aux questions des participants. Donc, on est. Ouais. Voilà. C'est super. Oui. Un grand merci d'abord à tous les trois pour cette présentation qui était, je pense, très claire et très complète. On va voir si, si ça suscite beaucoup de questions. En tout cas, chez l'ITA, on est ravis de participer au financement d'une coopérative comme Graines Équitables et de permettre à des particuliers de prendre part à cette levée de fonds. Avant de passer à la session questions-réponses, je voulais juste vous rappeler les conditions de cet investissement. Donc, dans le cadre de cette levée de fonds, Graines Équitables lève des fonds en titre participatif avec un objectif cible de 400 000 euros, comme l'a dit Jean-François. Dans cette levée, la rentabilité se caractérise par un taux d'intérêt fixe de 6,5% sur 7 ans et un taux variable de 0,5% versé selon les performances de la coopérative. Il y a aussi une réduction d'impôt de 18%. Et sachez que c'est aussi un investissement qui est éligible au PEA-PME. Voilà. Aujourd'hui, juste pour vous redonner un petit peu le contexte, Graines Équitables est en phase de pré-collecte et l'ouverture de la collecte aura lieu cet après-midi, en début d'après-midi, donc soyez prêts. Sachez que la pré-collecte a eu énormément de succès puisque je viens d'actualiser mes chiffres parce qu'on a encore eu des intentions pendant le live meeting, mais on a enregistré plus de 466 000 euros d'intention d'investissement pour un objectif maximum à 450 000 euros. Donc, on est en sursouscription et donc la collecte promet d'être rapide. Donc, je vous laisse rester à l'écoute, vérifier aussi que votre profil investisseur a été validé pour pouvoir investir à temps au moment du top départ qui aura lieu donc cet après-midi. Et si vous avez déjà déposé une intention, sachez que vous serez automatiquement averti au moment de l'ouverture par email. Voilà pour le contexte. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, on va peut-être commencer sur peut-être les partenaires. On a 2 questions. On a une question de Steph qui vous remercie pour la présentation et qui vous demande comment vous choisissez vos agriculteurs partenaires avec qui vous travaillez. Et en parallèle, on avait une autre question qui répondait, que je vais afficher. Comment sont fixés le prix pour les agriculteurs partenaires de façon à ce qu'ils soient correctement rémunérés?
Voilà, vous pouvez peut-être répondre un peu aux deux en même temps. Donc, ok, je vais répondre à ces deux questions. Déjà, sur les demandes des agriculteurs, elles sont assez diverses. On peut avoir des petites exploitations comme de très grosses exploitations. Au sein de la coopérative, le choix se fait à la fois sur les marchés qu'on va pouvoir leur attribuer, c'est-à-dire que il y a plusieurs critères. Il y a le critère, on va dire, de possibilité de l'agriculteur à cultiver certaines espèces, où on voit où il exprime son potentiel quelque part à cultiver certaines espèces, qu'on sécurise toujours au travers de 2-3 agriculteurs. On remet jamais une seule espèce, un seul type de contrat à un seul agriculteur. Donc, on a cet agriculteur qui maîtrise bien certaines espèces que nous, on fait en sorte de valoriser. On a des tailles d'exploitation qui font que, à la fois, les grosses exploitations peuvent arriver en soutien des petites exploitations à travers les prestations. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a des grosses exploitations qui peuvent, en prestation, travailler pour ceux qui n'ont pas le matériel. Et donc, on est quand même sur une structure qui a l'avantage d'allier les grosses et les petites exploitations et les mettre en synergie plutôt qu'en concurrence. Ça, c'est un peu notre particularité. Mais pour se focaliser sur ce qui est des marchés, sur les grosses exploitations en extensif, on a des marchés spécifiques, peut-être à un peu plus faible valeur ajoutée, mais qui permettent d'occuper l'espace et aussi d'occuper avec le lien avec le pâturage et les parcours. Et on a aussi un lien avec les intensifs qui, eux, sont dans des zones avec des terres plutôt riches et irriguées, qui ont des contrats semences, où là, on a des cultures spécifiques à forte valeur ajoutée qui correspondent à la spécificité aussi de ces agriculteurs. Donc, on essaie d'allier, à travers les 42 espèces qui vont passer à 46 ou 47 bientôt, on essaie d'allier en cohérence tout type d'exploitation. Mais la règle de fond, c'est toujours sur la base d'un contrat, d'un marché qu'on a obtenu. Donc, on ne s'agrandit que sur la base des marchés que l'on développe. Et le choix des agriculteurs qui vont être intégrés est aussi collectif en assemblée générale où on présente les projets, les profils de chacun. Et chacun peut s'exprimer sur le choix de rentrer certaines exploitations ou pas. Mais généralement, ça démarre en fait sur une exploitation qui a produit quelque chose qui nous intéresse et qui veut se développer à travers cet esprit coopératif. Je peux peut-être, Yann, répondre sur la deuxième question qui était la fixation du prix. Alors, dans un modèle coopératif, on a toujours une fixation du prix qui est progressive au niveau des agriculteurs. On démarre par un prix d'acompte qui est souvent versé le plus tôt possible pour le financement des agriculteurs, donc au mois de septembre, octobre. Et puis après, on a des prix, des compléments de prix qui sont versés en fonction de la mise en marché qu'on a été capable de faire de ces produits. L'objectif, bien entendu, et c'est ce qui attire les agriculteurs de la zone chez Graines Équitables, c'est que ces marchés de niche qui sont totalement différenciants, à haute valeur ajoutée, que seule une structure comme Graines Équitables est capable de traiter, parce que comme le disait Yann, dans les grosses coopératives, elles ne sont pas toujours équipées et elles font surtout du volume. Là, le fait de pouvoir, quelque part, traiter des marchés de niche à haute valeur ajoutée permet à Graines Équitables, même sur des espèces comme le blé ou l'orge, de finalement apporter une rémunération supplémentaire, meilleure, parce que quelque part, on est allé aussi chercher de la valeur ajoutée sur des espèces mineures et spécifiques. D'où l'objectif, quelque part, alors je ne t'arraille pas, Yann, l'objectif des dirigeants de la coopérative, c'est globalement d'apporter la meilleure rémunération possible à ces agriculteurs parce qu'ils en ont besoin dans des zones comme l'Aude qui ne sont pas toujours simples à produire. Voilà. Exactement. Pour compléter Jean-François, l'objectif, il est double. Il est de sécuriser nos agriculteurs à travers une production qualitative. Qui dit climat sec dit aussi qualité, plus de protéines, des avantages spécifiques avec des variétés spécifiques, mais aussi des difficultés techniques. Donc, on est là à la fois en soutien technique et avec des espèces particulières qui vont pouvoir permettre de sécuriser un peu plus leurs revenus et leur production, avec des mélanges qui vont réduire leur coût des intrants et des semences qui sont 30 à 40% moins chers,
pour un prix payé, mais on ne veut pas que ce soit que ça qui fasse venir nos agriculteurs, pour un prix payé qui a toujours été un minimum de 10 à 20% plus cher que les coopératives classiques. Pourquoi? Parce qu'on est sur ce critère qualitatif qui fait qu'on peut se permettre de payer un peu plus cher. Et ce critère qualitatif, il est à travers les itinéraires techniques, mais aussi à travers les difficultés climatiques qui peuvent devenir un avantage quand elles sont bien menées. Super, merci pour cette réponse. On a une question de Stéphanie qui demande si les citoyens du territoire ou touristes peuvent vous acheter en direct et si oui, comment? Alors là, on est très clair, on est commerce de gros, on ne peut pas vendre en direct, mais par contre, on a nos agriculteurs qui peuvent, à travers leur point de vente, distribuer, et on a tout ce commerce B2B dans les biocoop, dans les magasins spécialisés, dans la restauration, avec le tourisme local, aussi bien les restaurants que même des cafés, hein, des bars à vin qui distribuent nos produits apéritifs. Donc on a une grande diversité de magasins qui sont assez atypiques, hein, parce qu'on touche tout type de commerce. Vous allez retrouver nos produits un peu partout. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être s'intéresser là où sont nos produits. On commence à être présent en grande surface, peu, mais on commence à y être. Mais on peut vous pouvez retrouver nos produits à beaucoup d'endroits. Mais quand vous êtes sûr de les trouver, pas de souci, en région. On n'est pas au niveau national pour l'instant, on a fait ce choix régional, hein, de B2B, mais vous risquez de retrouver nos produits en épicerie fine, même dans des petits supermarchés locaux qui valorisent les produits du terroir. On est présent sur un maillage, un peu comme sur le territoire, hein, quand on vous expliquait en termes de maillage territorial, de culturel et cultural. Voilà. On est présent un peu partout. Il faut aussi expliquer que la majorité des produits que l'on produit au niveau de la SIC, que ce soit les blés, les orges ou certaines autres espèces, font partie d'ingrédients qui rentrent dans des fabrications, dans des industries agroalimentaires. Voilà, donc c'est quand même la majorité des produits qu'on produit ici. Voilà, donc la grosse majorité, pour l'instant, même si donc la partie alimentation, c'est un choix de la coopérative d'avoir évolué sur l'alimentation et sur les PAT, sur l'alimentation territoriale. Les fondements de la coopérative au départ, c'était un marché national qu'on conserve bien entendu, qu'on continue à développer avec nos clients principaux qui sont présents au collège client, que vous retrouverez sur notre site. Alors oui, vous allez retrouver nos produits à travers toutes les bières locales, à travers la malterie occitane. Vous allez les retrouver en minoterie chez la minoterie Pichard, chez la minoterie Marty, chez le Moulin Soré qu'on a vu tout à l'heure, chez les maîtres de Montmoulin, BBV à Cucugnan, ceux qui les connaissent. Vous allez les retrouver à travers des pâtes aussi, les pâtes bas plats. Vous allez retrouver chez Agriviva en restauration collective, mais pas que. Voilà, nos produits sont à la fois transformés et valorisés sur place pour l'instant une partie, on va dire, qui n'est pas minime, hein, qui se développe, mais majoritairement, vous allez donc les retrouver sous forme de produits transformés à travers nos partenaires clients. Super. Bah, merci pour tous ces détails. On a une autre question d'Antoine qui vous demande: êtes-vous en lien avec des organisations comme Terre de Liens pour favoriser, faciliter l'installation de nouveaux paysans en bio? Alors ça tombe bien parce qu'à 15h, on a rendez-vous avec eux en visio. Alors oui, effectivement, on est en lien avec plusieurs structures qui permettent l'installation. Et c'est aussi un côté qu'on va donner un peu prioritaire pour nos nouvelles adhésions, les agriculteurs qui veulent nous rejoindre. On va regarder les nouveaux arrivants d'un œil bienveillant et constructif pour pouvoir les accueillir, dans la limite aussi de nos capacités d'accueil. Mais oui, on a déjà reçu des agriculteurs, pas forcément à travers Terre de Liens, mais à travers Agriterra. Mais il y a d'autres structures qui permettent les installations de différents profils qu'on fédère. Super. Je vois qu'on a d'autres questions. On a une question d'Armel qui demande si la graine de semence reste majoritaire. Majoritaire, je ne dirais pas, mais prioritaire, oui, parce que ça fait partie des fondements. On a 2 fondements dans notre coopérative. C'est l'autonomie maximale en semences
la démultiplication sur le territoire de nos graines qui ne sont peut-être pas toujours qualifiées en semences quand elles sont vendues à l'extérieur et qui servent à semer pour la biomasse, pour les engrais verts, pour les maraîchers, pour les viticulteurs, pour les arboriculteurs. Donc ça reste un sujet prioritaire, mais qui n'est pas majoritaire pour l'instant. Je pense qu'il ne sera pas majoritaire parce qu'en termes de volume, on reste sur de la production, et cette production est basée sur cette semence. Après, tu peux expliquer quand même. Ouais, peut-être que tu peux expliquer, Yann, quand même que dans le cadre des investissements qui sont prévus, quand même, il y a le développement d'une chaîne de tri qui est dédiée à la production de semences, avec l'idée quand même qu'on reste aussi dans une zone viticole importante, où pour une bonne partie des surfaces, quand même, les sols restent nus une bonne partie de l'année. Et dans le projet de transformation du paysage agricole, un des paris qui est fait par la SIG Graines Équitables, c'est que il faut encourager et soutenir le développement des couverts végétaux en viticulture et dans tous les nouveaux projets d'arboriculture type olivier, caroube, etc. qu'on voit arriver sur le territoire. Et que ça, c'est un projet qu'on porte en commun avec le BioCivam des Pyrénées-Orientales, le Civam Bio de l'Aude, la Chambre d'agriculture, où il y a un gros mouvement actuellement sur couvrons les sols l'essentiel de l'année, à la fois pour limiter les risques d'érosion, mais aussi pour on va dire fertiliser les sols de façon naturelle ou en tout cas organique, quoi, à l'aide de légumineuses. Et donc on a tout un plan de développement sur le développement de notre gamme de semences de couverts végétaux notamment. Voilà, c'est un projet bien spécifique qui démarrera normalement en 2027 parce que une chaîne de triage dédiée à la semence répond à des critères et à une législation bien précise. Et donc, on ira quand on sera prêt, mais il faut retenir 2 chiffres. C'est qu'en région Occitanie, sur la viticulture, vous avez en zone ex-Midi-Pyrénées 95% des vignes qui sont enherbées, et vous avez sur la région Languedoc-Roussillon moins de 5% des vignes enherbées. Donc, quelque part, même avec la crise viticole actuelle, l'enjeu des sols est capital. Et ce développement va devenir crucial dans les années qui viennent. Et ceux qui n'auront pas pris le train en marche, ça sera assez compliqué avec le changement climatique. Donc, on va amener des solutions au fur et à mesure du choix, du développement de cette biomasse et de ces engrais verts qui peuvent servir à la fois au stockage du carbone dans ces sols dégradés. Vous avez l'étude Genesis qui est sur l'INRAE, qui vous montrera l'état des sols de notre région, qui est bien précise et qui vous montrera cet enjeu régional que l'on peut accompagner à travers ce projet qui doit être bien structuré et calibré par rapport au développement que le choix de la profession viticole fera sur la sécurité et la santé de ces sols. Et nous sommes prêts à l'accompagner et à y travailler avec des espèces adaptées qui nous permettent de résister au changement climatique et d'amener un maximum de biomasse ou de parcours valorisables par les troupeaux l'hiver dans les vignes. Je rajouterais juste une petite chose concernant les semences, c'est qu'il y a un certain nombre de variétés qui aujourd'hui ne sont plus produites par les semenciers classiques. Et qui par contre représente de l'intérêt au niveau technologique auprès de nos débouchés, des variétés qu'on appelle type population, voilà. Et ces variétés, donc, il fallait pouvoir apporter une solution aux agriculteurs et notamment à la filière agroalimentaire qui était demandeuse. Et donc, tout l'enjeu de la SIG, c'était de continuer finalement à pouvoir trier, collecter, quelque part, donc fournir à nos propres agriculteurs des semences qu'ils peuvent après réutiliser dans leur champ pour que ces variétés ne meurent pas. Voilà. C'est concrètement ce que souligne Jean-François, il a entièrement raison, c'est les fondements du début de notre pratique. On a commencé ce qu'on appelle les variétés dites anciennes, et donc on a démultiplié, déployé certaines variétés que peut-être certains connaissent, hein, la touzelle, des variétés de terroir, mais pas que, hein, avec des variétés aussi qui peuvent venir du Maghreb. Donc il y a la touzelle, le barbu du Roussillon, il y a la bladette de Puylaurent, il y a toute une diversité de céréales et de légumineuses
qui existaient et qui n'étaient pas trop connus et qui maintenant font partie, on va dire, couramment de ce qu'on retrouve en alimentation dans les biocopes, pour ceux qui font le choix d'une alimentation plus saine et plus équilibrée, ou qui ne pose pas de problème, surtout pour les gluten, pour la céréale. Donc on développe en parallèle ces variétés dites anciennes, sur lesquelles on a démarré au sein de la coopérative, mais on travaille aussi sur des variétés inscrites en lien avec des semenciers pour amener une diversité génétique et mieux résister au changement climatique. Donc on est capable de mener ces deux types de semences, à la fois les variétés inscrites et les variétés dites anciennes. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question de Julie qui vous remercie pour cette présentation et qui vous demande quelles sont vos craintes et risques pour l'avenir. Pas facile. Nos craintes et nos risques, on va dire, je dirais qu'on a passé un peu plus dur. La turbulence du monde de la bio, on l'a subi comme tout le monde. C'est cette diversité qui nous a permis de passer au travers. Hein. On a vu des marchés nationaux disparaître parce qu'il y a eu des choix d'importation. On sait qu'il y a des espèces majoritairement importées à l'heure actuelle, que ce soit les lentilles du Canada, les moutardes aussi du Canada. On retrouve souvent certaines espèces types qui sont importées à un prix moins cher et qui peuvent être concurrentielles. Maintenant, on sait une chose, c'est que les choix des consommateurs, et c'est ce qui est en train d'être prouvé, hein, maintenant que la turbulence est passée, on voit le marché redémarrer avec un choix des consommateurs sur une production d'origine France. Et ce qui nous rassure, c'est que ça, malgré ce qui s'est passé avec des rayons qui ont été vidés par le choix de certaines GMS, je ne veux pas rentrer sur ce sujet, les biocopes, cette année, elles ont fait un développement d'1 milliard de plus de chiffre d'affaires et les consommateurs sont au rendez-vous. Donc le choix des consommateurs, malgré la crise quelque part un peu financière, il reste éclairé et il se sécurise. Donc je dirais les inquiétudes moins que ce qu'on a vécu. Par contre, on va essayer de sécuriser un peu plus et de fédérer de manière à garantir, en fait, la complexité de ce métier, c'est garantir à nos clients, garantir à nos adhérents une régularité d'approvisionnement. Et ça, on le fait à travers l'ensemble de l'Occitanie sur les 4 à 5 climats différents et là, une meilleure répartition des assolements et de la diversité d'espèces sur le territoire. Donc ça, c'est notre enjeu. Donc le risque serait pour nous de ne pas être assez professionnels. Donc à nous d'être professionnels, de savoir répartir nos espèces, de savoir répartir aussi notre technique culturelle et d'évoluer avec le changement climatique. D'avoir toujours une longueur d'avance, de continuer nos essais culturaux qui nous permettent d'avoir toujours une longueur d'avance sur la réussite de nos cultures. Très clair. Merci beaucoup, Yann. On a une autre question. Vous avez parlé de votre changement de statut et on a une question de Gilles qui demande dans la structure de gouvernance si les différents collèges ont le même poids en termes de vote. Je vais laisser peut-être Hugo répondre, mais en fait, l'idée c'est une personne ou en tout cas une structure, une voix. Donc en fait l'idée reste quand même que donc les différents collèges de vote, vous avez vu, hein, ils sont pas équilibrés en termes de nombre d'adhérents. On a essentiellement quand même des agriculteurs et donc l'idée reste que on reste sur ce système de une personne une voix. Donc ça c'est en assemblée générale, hein. Donc en assemblée générale, les questions et les votes sont traités soit indépendamment du collège dans lequel les gens sont présents, donc une personne, une voix, peu importe le collège dans lequel je me trouve. On peut aussi solliciter des votes, effectivement, par collège, et auquel cas c'est le poids du collège dans la gouvernance qui est utilisé, mais en fait actuellement on n'a jamais eu à faire ça. En fait, ce serait dans le cas où on aurait des différends entre les intérêts des différents collèges. Donc en fait, je pense qu'on n'a jamais eu à faire ça. Et là, ce qui va changer, c'est qu'on va rajouter un étage de gestion intermédiaire avec un conseil d'administration
le conseil d'administration, tel qu'il est défini actuellement, il n'est pas fonction du poids de chacun des collèges dans le conseil d'administration. Par contre, le travail qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun des collèges soit représenté, mais essayer de faire en sorte que les agriculteurs restent majoritaires dans la gouvernance de leur coopérative. Ça, c'est un point qui est quand même important pour nous. Moi, je travaille avec la SIC Graines Équitables là, sur la coordination du projet fantastique, mais je suis aussi agriculteur bio, adhérent de cette coopérative. Pour nous, c'est important qu'on garde voix au chapitre, parce qu'on a déjà participé à plusieurs projets coopératifs où la place des agriculteurs elle n'est pas toujours évidente, et du coup là l'idée reste vraiment que les agriculteurs puissent orienter la stratégie de leur coopérative dans la durée, quoi. Pour nous, c'est important. Voilà, pour compléter, je remercie Hugo pour cette présentation qui ne fait que confirmer ce que j'allais vous dire, à savoir que les agriculteurs resteront majoritaires sur les décisions et l'avenir de la coopérative, même si un investisseur extérieur rentrait dans un collège. Ce collège agriculteur permet de garder la main auprès de ceux qui la font vivre. Très clair. Merci. Alors, on a une question de Christophe qui demande si vous pourriez récapituler les investissements nécessaires, donner le budget global et indiquer le business plan macro permettant de financer ces investissements. Dans les investissements qui vont être réalisés, comme on l'avait dit un peu tout à l'heure, c'est qu'on va devoir réaliser une seconde chaîne de pré-triage au niveau de notre magasin pour éviter, pour permettre des capacités de stockage plus importantes, parce qu'aujourd'hui, on rentre pas mal de petites espèces sans les trier, donc ce qui fait qu'on peut avoir des fois des taux d'impureté assez élevés. Le fait d'avoir un pré-triage en tête va nous permettre donc de gagner des fois sur certaines espèces 20 ou 30% de capacité de stockage en petits containers. Ça, c'est un première avancée qui va être très importante, d'autant plus que quelque part moins de taux de déchets, c'est quelque part moins de containers à manipuler, notamment pour nos salariés, parce qu'on pense aussi quelque part au bien-être de nos salariés. Deuxièmement, il y a aussi on est en train de moderniser aussi notre installation aujourd'hui de triage en mettant un pré-nettoyeur en tête qui va nous faire gagner beaucoup de rendement et au niveau de la réception. Voilà. Ce qu'il y a également comme prévision, c'est de faire un investissement dans de l'automatisation au niveau de l'ensachage de la partie agroalimentaire, ce qu'on appelle nous des petites graines, et que l'on distribue principalement dans les biocoop ou les magasins indépendants qui distribuent des produits en bio. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup à la main, voilà. Et donc cette automatisation va nous permettre déjà de faire plus que doubler les volumes et tout en soulageant le personnel. Ça, c'est les principaux investissements. C'est ce que je voulais compléter exactement. Ces investissements qui sont en 4 phases, pour faire simple. Première phase qui est quasi finie d'être réalisée, un pré-nettoyeur qui permet de séparer les espèces et au lieu de passer 10 heures pour une semi-remorque, on va y passer que 45 minutes. Deuxième et troisième phase qui sont liées, c'est des containers métalliques pour toutes les espèces, les séparer et pouvoir les traiter et utiliser moins de plastique à cause des big bags et optimiser le bâtiment en doublant la capacité de stockage dans le même bâtiment, parce que dans les investissements, vous avez vu qu'on ne fait pas d'agrandissement lourd, à savoir des nouveaux silos. Donc le stockage est augmenté à travers ces containers, une meilleure rationalisation et de suivi des lots et une suppression de la pollution plastique quelque part en limitant les big bags. Avec le remplissage de ces containers qui se fera de manière automatisée avec c'est la troisième tranche
qui est le pré-nettoyage et le remplissage automatique de ces containers, ce qui va permettre, comme le disait Jean-François, il le soulignait si bien, c'est alléger les charges de travail et optimiser les postes actuels qui sont en surcharge avec les outils existants. Toujours la même chose pour la 4e et dernière tranche, à savoir l'automatisation de l'ensachage qui va permettre de gagner un temps fou sur tout ce qui est petits sachets, 500 grammes, 5 kilos. Pour l'instant, ce sont des ensacheuses mécaniques avec donc beaucoup de manutention. Et ces 4 tranches d'investissement vont permettre d'avoir nos salariés dans de bien meilleures conditions de travail et d'absorber les volumes à venir. Alors, pour répondre après sur la partie business plan, j'ai des éléments à vous fournir. Hein. On a un objectif dans le cadre de notre développement pour répondre quelque part aussi à nos sollicitations sur le terrain de croissance. On souhaiterait passer d'un chiffre d'affaires qui était l'an passé aux alentours de 1 700 000 euros, 1,8 million, à 5 millions d'euros d'ici 2030. Ça ne peut se faire que sous deux aspects. La première chose, c'est déjà l'augmentation de volume. On vous a expliqué qu'on avait quand même des agriculteurs qui tapaient à notre porte. On a des débouchés qu'aujourd'hui on ne peut pas satisfaire. Donc l'augmentation du nombre de producteurs. Il y a un deuxième axe qui est fort et qui est très important, c'est le développement de la partie des ventes en agroalimentaire, c'est-à-dire la farine et tout ce qui est les pâtes et puis tout ce qui est petit conditionnement. Parce que ça représentera peut-être un pourcentage faible de nos tonnages vendus, mais ça va représenter une valeur ajoutée significative. Voilà. Donc ça, c'est donc on s'attend grâce à ce développement à pouvoir augmenter globalement notre taux de marge brute de 5% minimum. Hein. Si on arrive à véritablement développer plus, ça sera peut-être plus que 5% de taux de marge brute développé. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que ces investissements vont nous permettre aussi un gain important en termes d'efficience et de rentabilité, puisqu'on va vers plus d'automatisation, puisqu'on va vers moins de charges, une meilleure efficience du travail de nos collaborateurs. Donc, on pense pouvoir véritablement développer l'activité tout en n'augmentant pas de manière significative la masse salariale. Voilà. Pour compléter, c'est là que Jean-François aussi intervient. Les compétences de Jean-François, qui a dirigé plusieurs coopératives, on a besoin de cette expérience. Nous, on est parti d'un petit outil quelque part. On arrive à une échelle où on a besoin de compétences extérieures, que ce soit Hugo qui est avec nous aussi, et de cet accompagnement collectif qui nous permet de rentrer dans cette phase de développement. Seuls les agriculteurs, on n'est pas des grands managers ou on n'a pas cette expérience, on va dire, d'entreprise, cette culture d'entreprise. Et grâce aux compétences de chacun, on va pouvoir entrer dans cette phase plus sereinement et avec des personnes qualifiées pour. Je ne sais pas si on a vraiment répondu à la question, enfin, j'espère. Voilà. Bah, je pense que vous avez donné pas mal de réponses, mais Christophe, n'hésitez pas s'il y avait besoin de précision. On arrive à la fin du live. Je vois qu'on a une dernière question d'Armel, mais du coup qui peut-être rebondit un petit peu sur ce que vous avez dit. Elle dit: le risque du titre participatif, c'est de ne pas être remboursé en cas de faillite, mais votre robustesse semble vous en prémunir. Êtes-vous d'accord? Écoutez, on avait déjà fait une campagne de collecte avec Mimosa qui a été intégralement payé par la chaîne de triage et par ses remboursements. L'objectif, il est le même pour cette campagne de collecte. On va finaliser cette chaîne de triage en 2026-2027, elle sera payée. Donc ça va nous sécuriser. On n'augmente pas nos annuités de crédit. On a un différé avec ISO et Socoden grâce aux outils du mouvement qui nous permettent de lisser ces remboursements. Donc on sécurise quand même ces investissements à travers des remboursements qui ne vont pas augmenter, qui seront plutôt réguliers. C'est plutôt ça de notre côté qui nous rassure pour garantir aussi et rassurer peut-être les investisseurs. Super. Eh ben, écoutez, merci. Je crois qu'on a traité toutes les questions.
Il y avait pas mal de questions, donc c'est bon signe. On a encore eu de nouvelles intentions pendant le live meeting, donc voilà, on a des beaux scores et on a hâte d'ouvrir cette collecte cet après-midi. On arrive à la fin de ce moment d'échange. Sachez pour celles et ceux qui auraient manqué le début ou une partie de l'événement, on vous mettra à disposition le replay. Donc voilà, vous pourrez tout regarder à votre guise. Et je vous remercie tous pour votre participation aujourd'hui, pour votre attention. Et puis, restez attentifs à l'ouverture de la collecte cet après-midi. Et puis, merci Hugo, merci Jean-François, merci Yann pour votre temps. Et puis, à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup pour vos questions. Merci à toutes et à tous. Merci à tout le monde pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Au revoir.